Nous retrouvons aujourd'hui dans Odeur, Parfum et Société Martine Biard pour nous parler de la dynastie des Guerlain. Bonjour Martine Biard. Bonjour Régine Acquier. Nous avons déjà évoqué Pierre Guerlain, le fondateur de la dynastie, à l'occasion de l'eau de Cologne, qu'il avait créé pour l'impératrice Eugénie. Nous l'avions déjà évoqué en partie grâce à l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III sous le Second Empire, et qui se caractérise par de grandes transformations de la mode dans le mode de vie. Ces transformations passent par le besoin d'assainissement et d'aération, donc le souhait de sentir de bonnes odeurs. Alors je vous renvoie donc à ce qu'on connaît encore aujourd'hui comme les grands boulevards haussmanniens. C'est le moment aussi où notre vie commence à prendre de la vitesse avec l'extension et l'adoption du chemin de fer. Et puis c'est le moment où on commence à creuser un peu partout. Alors on creuse parce qu'on veut des rails pour ces trains, mais aussi parce qu'on installe dans les villes des tramways, qui au début d'ailleurs sont tirés par des chevaux. Ensuite, il y a aussi le creusement, et ça nous intéresse beaucoup pour les odeurs justement, le creusement des réseaux d'égouts, en même temps que des lignes de métro. Donc dans les grandes villes, il y a vraiment une nouvelle façon de vivre et évidemment on essaie de chasser le plus possible les mauvaises odeurs et aussi par la même occasion peut-être les maladies qui pourraient être liées à ces mauvaises odeurs, en tout cas la prolifération des miasmes, donc des microbes, des bactéries et des virus. On est dans une histoire qui s'accélère là avec aussi les débuts de l'automobile et de l'aviation. Mais en même temps, on s'ingénie aussi à cette époque-là à fixer les images pour en avoir des souvenirs. Donc c'est le moment où on commence à fixer aussi les souvenirs de famille sur des daguerréotypes. Puis vient la photographie avec Nadar, la photographie argentique évidemment, et commencent les débuts du cinéma avec les frères Lumière. Mais on ne fixe pas que des images, on fixe aussi des odeurs. Et c'est le développement donc de la chimie organique qui va permettre l'élaboration des produits de synthèse qui vont permettre donc d'avoir des parfums beaucoup moins chers en introduisant des senteurs de synthèse. Et on s'aperçoit donc qu'en passant du 19e au 20e siècle, eh bien, on a toujours l'alliance des parfumeurs et des apothicaires, puisque c'est quand même dans ces grands laboratoires pharmaceutiques qu'on va inventer des procédés qui vont permettre ensuite aux parfumeurs, eux aussi, de faire des trouvailles magnifiques. Et en 1889, chez les Guerlain, on a un parfum qui va être vraiment marquant, qui est le parfum Jiki. Alors c'est un parfum qui a été inventé par Aimé Guerlain. C'est un semi-oriental aromatique et c'est le premier parfum mixte. Donc on y trouve de la lavande, du romarin, de la bergamote. Alors ça c'est un peu comme au Moyen-Âge, si tous les auditeurs nous ont suivis jusqu'à présent. Et donc des notes fraîches et toniques qui plaisent aussi aux dandys de l'époque. Et puis également on y ajoute de la rose, du pélargonium, ça c'est plutôt la touche féminine. Et ce qui est un petit peu original pour l'époque et surtout exotique, c'est la fève tonka. Et puis des bois aromatiques et des épices. Et là, ça nous renvoie à une France qui étend son empire colonial avec des fragrances et des ingrédients qui viennent des colonies. Et de ce point de vue-là, eh bien, nous en sommes un peu au même point que l'Empire britannique, avec lequel on rivalise sur le plan territorial et commercial. Et Jiki, c'est intéressant parce que ça fait le pont justement avec l'Empire britannique, puisque c'est le prénom d'une jeune femme anglaise que Aimé Guerlain a rencontrée en 1861. Et il terminait là-bas ses études en Angleterre. Il avait 27 ans et il a le coup de foudre pour cette jeune femme anglaise. Mais leur union ne pourra pas être concrétisée.
Et le chagrin amoureux, ajouté à celui de la séparation, va faire que il va inventer ce parfum, donc Jiki. Et c'est intéressant de voir qu'il y a un temps pour la création, un petit peu comme chez les musiciens ou chez les écrivains, puisque vous voyez, il rencontre cette jeune femme en 1861 et le parfum de Jiki, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'apparaîtra qu'en 1889. Donc vous voyez, il se sera passé plusieurs années pour aboutir à un tel parfum qui harmonise le féminin et le masculin dans un flacon qui est pour l'époque jugé épuré et sobre. On n'est plus dans le flacon avec les abeilles dorées dont je vous parlais dans la précédente émission, dorées à leur fin, de l'eau de Cologne impériale qui était celle de Pierre-François Pascal Guerlain, maître parfumeur donc de l'impératrice Eugénie en 1853. Guerlain était connu pour utiliser des flaconnages raffinés. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que il s'adresse à une population qui est quand même une population de gens qui ont pas mal de moyens financiers, qui évoluent ensemble dans des univers très raffinés. Et donc, pour que ces parfums puissent être achetés par les cours d'Europe ou la grande bourgeoisie d'affaires, il faut que effectivement leur apparence soit la plus soignée possible, la plus originale possible, et il va faire de ce point de vue appel à des cristalleries. Baccarat, il y a aussi, voilà. Alors Baccarat, Lalique, il travaillera aussi avec, on dirait aujourd'hui, des concepteurs, ne serait-ce que pour le bouchon des flacons. Et on aura l'occasion de revenir justement sur l'évolution de ces flacons qui sont particulièrement remarquables. Alors, si j'en parle donc, c'est parce que Aimé Guerlain, après Jiki, c'est celui aussi qui va être le créateur d'une eau de Cologne célèbre en 1894, comme donc son prédécesseur. Et alors cette fois-ci, ce n'est plus l'eau de Cologne avec donc les abeilles dorées et cette fameuse eau de Cologne impériale. Cette fois-ci, c'est l'eau de Cologne du coq. Alors là, on a changé d'époque et on est en République. Donc c'est l'eau de Cologne du coq qui est l'emblème national de la France, bien sûr, le coq qui figure sur l'étiquette et qui remplace les abeilles. Donc vous voyez comme là aussi, même il y a un message politique subliminal, on pourrait dire, qui montre qu'on a tout à fait changé aussi de cap sur le plan du gouvernement. Voilà. Alors l'eau de Cologne du coq reste une des eaux les plus distinguées quand même et les plus réputées de la maison Guerlain, essentiellement en raison de sa composition hespéridée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire hespéridée? Eh bien, c'est en général avec des agrumes. Donc, des agrumes qui généralement viennent de Sicile, ou en tout cas de la Côte d'Azur. Alors, comme on appelait dans l'Antiquité la Sicile le jardin des Hespérides, quand un parfum ou une eau de Cologne est hespéridée, ça veut dire que justement elle contient des agrumes et que par conséquent il y a de fortes chances pour que ces agrumes aient été cueillis dans un pays méditerranéen, à l'exemple de la Sicile. Donc l'eau de Cologne du coq contient donc comme dans ce fameux jardin des Hespérides des pommes d'or qui en fait sont tout simplement des essences de pamplemousse ou d'orange, et que la Sicile reste un des plus fameux terroirs d'agrumes pour la parfumerie encore aujourd'hui.
Martin Biard, le créateur de parfums, est un véritable artiste qui imagine, conçoit de nouvelles fragrances. Le choix des matières premières, des fournisseurs est donc primordial. Y a-t-il dans ce domaine des fournisseurs célèbres qui ont donné lieu à de véritables dynasties comme chez les parfumeurs? Tout à fait, c'est-à-dire que les parfumeurs ont besoin d'être approvisionnés et de compter sur des familles qui sont tout aussi exigeantes qu'eux sur le plan de la qualité. Donc ces fournisseurs pour la dynastie des parfumeurs Guerlain, ça va être une autre dynastie, celle à grâce des Chiris. Alors, le premier des Chiris, c'est Antoine Chiris, qui, dès le début du 19e siècle, puisqu'il est mort en 1816 à 88 ans, puis son fils Anselme, que la campagne d'Égypte de Napoléon Ier d'ailleurs avait permis de s'intéresser justement au parfum grâce à l'ouverture de la route des Indes. Ces gens commencent à s'intéresser à l'approvisionnement donc de la maison Guerlain en épices, mais aussi en huiles essentielles. Ces huiles essentielles étant en général mises au point en Angleterre et venant de l'Inde. Donc d'Antoine on passe à Anselme et ensuite Léopold qui va succéder donc à déjà 2 générations de fournisseurs et qui leur succède donc en 1842 et qui va continuer d'approvisionner la maison Guerlain. On peut parler donc d'une industrie du parfum et c'est une industrie de luxe qui va de pair avec aussi la savonnerie de toilette qui va permettre également de quelquefois d'être une espèce de laboratoire d'essai des parfums et de leurs dérivés. Ce qui permet d'avoir des parfums qui permettent donc d'être plus ou moins concentrés. Parce que dans les parfums, il y a le parfum, il y a l'eau de toilette qui est un petit peu moins concentrée, puis l'eau de Cologne ou eau fraîche, et enfin les lignes de bain. Dans ces lignes de bain, on trouve des laits ou des crèmes pour le corps, des gels pour le bain ou la douche, des déodorants et des huiles qui sont à la fois des compléments du parfum, mais qui permettent également d'amplifier la fragrance ou de faire durer le sillage du parfum. Donc. Et la savonnerie de luxe fait partie évidemment de ces produits qui sont également mis en place grâce à tout l'approvisionnement donc des Chiris. Ça permet aussi de faire du talc parfumé, de faire de la poudre de riz, de faire des cosmétiques. Donc au fur et à mesure, on étend les gammes et la parfumerie sort aussi de l'artisanat d'art. C'est-à-dire que on va devoir de plus en plus mettre en place une mécanisation qui se perfectionne et qui se multiplie avec les machines qui sont mélangeuses, avec des tamiseuses, avec des bluteuses, avec des peloteuses à cosmétiques et à pâtes parfumées, des presses qui permettent d'obtenir des pastilles ou de la pâte à dentifrice, des machines à nettoyer, à remplir, à boucher, à capsuler les flacons et les pots. Et pour donner une idée de la demande sans cesse croissante, donc à partir de la deuxième partie du 19e siècle, la maison Chiris, qui est le principal fournisseur des Guerlain, avait à grâce un chiffre d'affaires qui dépassait le demi-million de francs. Oula. Déjà à cette époque, avec 4 usines à vapeur où fonctionnaient en permanence près de 200 appareils de distillation qui occupaient plus de 500 ouvriers, dont une majorité d'ailleurs de femmes, en raison de la minutie exigée par les soins à apporter justement à l'élaboration des produits et déjà des essences. On voit bien que ce domaine du luxe a su suivre l'évolution industrielle. Oui, et en même temps, c'est un moment aussi où sur la Côte d'Azur, grâce à cette industrie très luxueuse et très prisée, eh bien, il y a, je dirais, à la fois
un démarrage économique absolument inattendu, et puis aussi une évolution de la condition féminine, parce que justement il y a tout un tas de femmes qui ont la possibilité d'avoir un emploi qui est remarqué et estimé, et en même temps d'améliorer, je dirais, leur mode de vie, c'est-à-dire de devenir plus autonome aussi. Et là, on est veille de la Première Guerre mondiale, hein, on est déjà dans des femmes qui commencent à avoir une indépendance financière, voire même un certain confort sur le plan matériel. Martine Biard, quel est celui des Guerlain dont le nez a vraiment fait la renommée du parfumeur? Alors j'ai parlé jusqu'à présent des fournisseurs des Guerlain, mais effectivement, avant même de fonder une dynastie, il faut aussi, comme vous dites, des nez. Alors, et tout le monde n'est pas capable d'en être un. Et à un moment, au début du XXe siècle, on a la chance d'avoir chez Guerlain deux frères qui ont un nez exceptionnel. J'ai déjà parlé d'Aimé Guerlain, l'inventeur de Gicquy, et ensuite celui qui a inventé également l'eau de toilette, l'eau de Cologne du coq. Mais il faudrait parler maintenant d'une façon plus remarquable de Jacques Guerlain. Alors Jacques Guerlain, donc, lui va imposer le style. Aimé était un célibataire, un dandy, un amoureux, mais Jacques, qui était son frère, va mettre en place tout un style de flacons qui ont tous en commun dans leur composition la guerlinade, c'est-à-dire un mélange de vanille et de bergamote marié à de l'iris, de la rose ou du jasmin, avec une note de fève tonka. Et c'est à Jacques donc que l'on doit des parfums qui sont presque devenus des légendes. Alors le premier d'entre eux, c'est l'heure bleue, qui va apparaître en 1912. L'œuvre de l'heure bleue, elle a été suscitée par un crépuscule à Paris, à la veille donc de la Première Guerre mondiale. C'est un parfum qui est à la fois captivant et émouvant, et c'est un parfum qui est impressionniste. Jacques était quelqu'un qui était un amateur d'art, un collectionneur de tableaux, et on a cette ambiance très feutrée des bords de Seine, où il a goûté à la douceur et à la plénitude justement de ces années d'avant-guerre, d'avant la Grande Guerre, lors de promenades avec son fils, donc au crépuscule. Et on dit que un soir, au crépuscule, justement, il avait été étonné, ému par le bleu du ciel, la tonalité du bleu du ciel, qui était plus foncé qu'à l'ordinaire. Et on sait depuis que effectivement, il y a un phénomène qu'on appelle la brunante. Et la brunante, c'est un phénomène physique causé par la diffusion Rayleigh. Alors, ça s'écrit R-A-Y-L-E-I-G-H.
Ce sont en fait c'est un phénomène en fait de diffusion des ondes électromagnétiques ou sonores qui crée ce phénomène. Et on a ce bleu donc très particulier au crépuscule quand il y a cette brunante. Ensuite, on dit également que ce bleu qui a ému Jacques Gerlain, c'était peut-être aussi celui du naufrage du Titanic, qui arrive à la même période et qui annonce aussi le naufrage d'un certain art de vivre. Donc cette heure bleue va avoir plusieurs connotations, et d'autant plus que pendant la Grande Guerre, on va l'appeler l'heure des marraines, parce que les marraines de guerre qui écrivaient aux soldats savaient bien sûr que dans les tranchées on n'avait pas toujours de très bonnes odeurs à cause de la présence des rats, des cadavres proches, et elles envoyaient donc sur le front des lettres, et si possible des lettres parfumées ou des mouchoirs en tissu parfumés dans les colis, avec cette odeur de l'heure bleue. Sachant que Jacques lui-même va faire partie justement des personnes mobilisées pendant la Grande Guerre. Donc ce parfum de l'heure bleue, à bien des égards, a marqué toute une génération, et il a en particulier, peut-être que c'était déjà un peu prémonitoire, un bouchon qui est considéré comme avant-gardiste pour l'époque, avec un cœur évidé justement, qui rappelle peut-être la relation, en tout cas ce souci du lien entre finalement le sentiment et le contenu du flacon. Ce Jacques Gerlain va revenir éprouvé de la guerre, mais il va être un créateur à la fois prodigue et prodige, puisque on lui doit en 1919, au retour donc de la guerre, la création d'un parfum qui s'appelle Mitsuko. Mitsuko, c'est mystère en japonais. C'est un chypré qui est fruité et boisé, qui avait été créé en 1912 et qui va être le grand phénomène, je dirais, olfactif de l'après-guerre. Mitsuko, c'était l'héroïne d'un roman qui s'appelle La Bataille. C'était un roman donc qui avait paru en 1909, un roman de Claude Farrer, et qui avait eu un succès fou. Il avait été vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Et ce livre donc avait marqué lui aussi toute une génération. Et à partir de là, Jacques Gerlain va en faire le parfum que l'on connaît, donc sous le nom de Mitsuko. Il va être le grand parfum finalement du retour à la normale et puis du début des années folles. Ce qu'on sait moins, c'est que des gens comme Chaplin ou comme Diaghilev le porteront. Donc là aussi, ce n'est pas qu'un parfum réservé aux femmes, même s'il a été inspiré par une héroïne de roman. C'est un parfum aussi qui a plu à certains hommes, et pas n'importe lesquels, puisque Charlie Chaplin ou Diaghilev, ce sont quand même là aussi de grands artistes de l'après-Première Guerre mondiale. Hélas, Martine, il vous faut conclure. Nous poursuivrons cette histoire de la maison Gerlain le mois prochain, n'est-ce pas? Nous repartirons avec la famille Gerlain de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin du XXe siècle, ce qui nous permettra de voir à la fois, comme dans cette émission que nous sommes en train de conclure, l'évolution des parfums, mais aussi, évidemment, on l'a compris, de la société et des ressentis de nos aînés. Voilà. Eh bien, je vous remercie infiniment, Martine. Et nous allons attendre, comme chaque fois, avec impatience la fois prochaine. Merci beaucoup. Merci, à une prochaine fois et bon printemps à chacun.